Vous connaissez notre passion pour l'Amérique du Sud. On en a parlé régulièrement sur la chaîne. On a parlé du Venezuela. On a parlé récemment de Javier Milei et de sa nouvelle passion pour la viande d'âne et la viande de chat. Vous pouvez aller voir ça si ça vous Mhm. intéresse La viande de bois aussi. sur la chaîne. C'était il y a quelques jours. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu plus du Pérou. Pourquoi? Parce qu'il y a actuellement une élection présidentielle au Pérou. Le Pérou, moi, c'est ma petite sucrerie, tu vois, parce que c'est vraiment une dinguerie. Vraiment, le pays, c'est une dinguerie. Il y a une instabilité politique, t'as jamais vu ça. Je crois qu'il y a eu 9 présidents destitués en 10 ans. Vous imaginez le délire. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que les mecs, dès qu'ils ont un président, il est destitué. Il y en a 6 qui sont actuellement en prison. En gros, si vous voulez, pour vous faire simple, quand vous avez un président au Pérou, il est mis sous pression par le Congrès du Pérou. Et ce qui se passe, c'est qu'il le force plus ou moins à faire des trucs, et quand c'est pas un bon pantin et qu'il y en a certains qui considèrent que leurs intérêts sont mal représentés, eh ben, il le vire. Ce qui fait que si vous voulez, au Pérou, dans le Congrès, il y a la moitié des députés du Congrès qui ont actuellement des suspicions de fraude, de favoritisme. La moitié, vous imaginez, la moitié des députés seraient potentiellement des gens qui fraudent. Il y en a peut-être même plus, parce qu'en réalité, c'est tenu par des mafias de droite. Et quand vous représentez pas assez les intérêts de certaines mafias, vous sautez. Donc tous les ans, en fait, il y a un mec qui a un pantin pendant un an, qui pense que c'est le chef du game et que lui ne sautera pas et qui va profiter un peu de pot de vin de je ne sais quoi. Et puis au bout d'un an, on dit bah non, en fait, on passe à un autre, quoi. C'est ce qui s'est passé, sauf à la dernière élection où les Péruviens en ont un peu eu marre de ce marasme d'être une sorte de colonie américaine, d'être un pays sans aucun droit social et tout ça. Et notamment les indigènes péruviens ont voté massivement pour Pedro Castillo. Pedro Castillo, qui était un candidat qui est arrivé, qui s'est présenté avec le support d'un parti marxiste-léniniste qui se réclamait du marxisme-léninisme. Mais lui, il y avait aussi ce côté, vous savez qu'il y a beaucoup en Amérique du Sud, représentants des indigènes. Voilà, c'était quelqu'un qui venait d'une famille de paysans, qui avait été enseignant et qui luttait aussi contre ce qui est presque une sorte de d'apartheid, je sais pas si on peut dire apartheid, mais en gros qui est très très néocolonial. C'est le fait que Lima domine tout et que Lima soit dominé par des blancs et que le reste du Pérou n'a pas de secteur social pour aider les populations et tout ça, quoi. Donc bref, il a eu un vote massif, il est passé au second tour et en fait il a rien pu faire contre le Congrès et il s'est fait destituer comme les autres et il s'est retrouvé en prison. Son parti l'a trahi, son parti a fait alliance avec des partis d'extrême droite alors que c'était un parti qui se disait marxiste-léniniste. Enfin, c'était tout un bordel. Et on va parler de ce qui se passe actuellement, mais juste je voulais vous faire ce contexte déjà avant d'accueillir Chris. C'était une très longue introduction avant de te dire bonjour. Bonjour Chris, comment ça va? Ça va, mais non, mais moi j'aime bien. Je suis un peu comme un spectateur de la pas du team quand tu fais ça, du coup. Non, c'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser à la Bolivie des années 60-80, des années 70, qui avait eu, je crois, 20 à 25 coups d'État pendant cette période-là, tu vois, genre presque un par an à la fin, dans les années 60 à 80. Donc peut-être que le Pérou est en train de battre le record des Boliviens du XXe siècle, mais ouais, on sait que c'est des choses très instables. L'Amérique du Sud est vraiment un territoire, comment dire, toujours un peu en voie de décolonisation, il est en voie de post-colonialisme, ce qui est intéressant parce que du coup, c'est pas un colonialisme, comment dire, en place, stable, voilà. On voit qu'il y a des, comme tu l'as dit, des factions, des mafias, donc on trouve des ultra-libéraux, on trouve une extrême droite bourgeoise très violente, on trouve des révolutions socialistes, on trouve des catholiques intégristes qui font des fois alliance avec des révolutions socialistes, comme tu l'as dit, on trouve des gens dits marxistes-léninistes qui finissent par s'allier avec l'extrême droite. Enfin, c'est vraiment un truc incroyable. Et donc, c'est intéressant de voir les dynamiques qui se passent à l'échelle de l'Amérique du Sud, parce qu'elles sont souvent annonciatrices de changements mondiaux. Comme l'impérialisme, il y est important, c'est là-bas qu'il commence à échouer d'abord. On avait vu, tu te rappelles, enfin, tu te rappelles, non, tu étais jeune, et moi aussi d'ailleurs, début des années 2000, fin des années 90, tu vois, il y avait tout, Mélenchon en parle beaucoup, du renouveau socialisme avec le chavisme, avec Correa, avec Evo Morales et tout. Il y avait quelque chose comme ça qui était le développement de ce pays-là par une forme de socialisme. Ça a été un petit peu sclérosé quand les États-Unis ont repris la main sur le pétrole et sont devenus le producteur de pétrole le plus puissant du monde. Là, on voit un renouveau un peu différent. On l'a vu avec Sheinbaum au Mexique, le Venezuela qui tient, la Colombie qui était un vrai pays. Moi, quand j'étais jeune, la Colombie, c'était vraiment l'anti-chavisme avec Uribe, là, qui devient avec Petro extrêmement socialiste. Enfin, il y a tout un tas d'enjeux qui se jouent et le fait que le Pérou, si instable,
soit, comment dire, la croisée des chemins entre les deux, on voit effectivement le thermomètre sud-américain nous indiquer que il y a moyen que le monde puisse basculer dans moins d'hégémonie impérialiste et plus de formes socialisantes. Donc c'est super intéressant de suivre ces pays-là. Ouais. Ouais, bah c'est passionnant et à la fois, c'est des pays où, tu vois, nous on parle de moïsation en disant voilà, on a un peu de rupture. Et là, ils ont soit des mecs fascistes, mais genre fascistes, des colons de baisers et tout, qui veulent stériliser les gens, tu vois, enfin c'est ce genre de gars, quoi. Soit ils ont des gens qui se présentent comme étant marxistes-léninistes, tu vois. Et là, c'est vraiment des pays qui sont ultra moïsés parce qu'en fait, il n'y a aucune stabilité et les élites dans ces pays ont tellement montré de corruption année après année que les gens en ont marre et ont envie d'aventurisme presque, tu vois, ont envie de tenter quelque chose, quoi. Alors, faut se rappeler aussi l'histoire du Pérou. On parle souvent, en se moquant un peu, faut le dire, des gonzalistes, mais vous aviez au Pérou ce qu'on appelait le sentier lumineux, c'est-à-dire une sorte de guérilla maoïste. Il y a 40, 50 ans dans les années 70-80, qui était donc composé de gens en clandestinité, qui étaient armés de tout un réseau comme ça, mais de plusieurs dizaines de milliers de personnes à l'intérieur du Pérou, qui ont fait aussi des attentats, des braquages, des choses pour essayer de récupérer des armes. Enfin voilà, vous aviez un contexte vraiment d'une extrême gauche maoïste extrêmement déter, on va dire. Et est arrivé à la suite de ça Alberto Fujimori, qui était une sorte de Pinochet, enfin de dictateur péruvien, qui a mis fin à cette guérilla du Sentier Lumineux en faisant une politique libérale, une politique de stérilisation forcée de centaines de milliers d'indigènes, pour lequel il a été condamné pour crime contre l'humanité à 25 ans de prison. Enfin voilà, c'est vraiment un truc un peu dégueulasse. Ah là, Pinochet, c'est vraiment le mot. Voilà, pour corruption évidemment, enfin tout ça. Donc vous vous dites, bon, ils ont vécu ce truc-là, et qu'en est-il de l'élection 2026 ? Pourquoi est-ce qu'ils nous parlent de ça ? Parce qu'il y a sa fille qui se présente à l'élection 2026 et qui arrive première. Alors ça fait 3 fois qu'elle se présente, mais là, Keiko Fujimori, donc la fille d'Alberto Fujimori, le gars qui a stérilisé des centaines de milliers de personnes dans le pays, arrive première au premier tour. Avec 17%. Mais vous dites, c'est bizarre, 17% première, ça fait pas beaucoup. Oui, mais il y avait 35 candidats, en fait, dans cette élection. Donc là, on vous parle, nous, de 2002 à l'envers. Là, c'est 2002 au carré, quoi. Vous avez 35 candidats au premier tour. Pour l'instant, en France, en 2027, on est sur cette tendance. Hein. Alors, peut-être pas 35, mais 31 ou 32. Hein. Donc, vous avez vos 35 candidats au premier tour. Vous avez en premier la fille d'un dictateur fasciste et vous vous dites, bah, c'est l'enfer, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Et ben le pire a été évité dans ce pays, c'est-à-dire que c'était pas la candidate la plus à droite. On va voir qui est arrivé en 3e position et donc n'a pas réussi à passer le cap du second tour. C'est quelqu'un qui était encore plus à droite qu'elle parce qu'ils ont un genre de Milei au carré aussi au Pérou qui a été longtemps devant dans les sondages et ça fait partie de ce pourquoi on voulait faire cette caps aussi, c'est que les sondages sont vraiment très intéressants sur la dynamique qu'il peut y avoir dans une élection qui est incertaine avec un ras-le-bol populaire pour les partis on va dire un peu plus centristes et un grand nombre de candidats. Donc on va commencer avec les résultats actuels. Donc les résultats actuels, on va juste regarder ça rapidos. Voilà les résultats actuels. Alors avec 97% de dépouillage, il y a un dépouillage qui dure depuis 15 jours. Pourquoi 15 jours ? Parce que le troisième n'accepte pas sa défaite et on va en reparler, fait tout pour ralentir le dépouillage en portant plainte à chaque fois qu'il y a... Ouais, il est en mode stop de compte alors qu'il a perdu. Donc bon, ça le fait pas trop. Donc vous avez 17% pour Keiko Fujimori et le deuxième qui est un candidat soutenu par Pedro Castillo, donc qui est un peu le, je sais pas, on pourrait dire le Morales ou le Chavez péruvien, qui est actuellement en prison, qui a appelé à voter pour Roberto Sanchez. Roberto Sanchez, il est arrivé deuxième et donc on va avoir un second tour entre la fille du dictateur fasciste et le candidat de la gauche de rupture, quoi. Ça c'est intéressant. Juste avant de se retrouver ici, je vais vous montrer quels étaient les sondages pour vous montrer la bidonnerie des sondages et pourquoi est-ce qu'en France on doit faire gaffe à ça. Regardez les sondages. Là, je veux vraiment un arrêt là-dessus. Regardez, c'est assez magnifique. En haut, le gars que vous voyez là, le gars en bleu, c'est le mec qui arrivera troisième. Donc là, à un moment donné, quand il est en haut, là, il est à 25% là, en décembre, donc 4 mois avant le résultat, il est à 25%, il fera 11% le gars. Il est à 25% dans les sondages et il est quasiment toujours donné premier. Et regardez comme il chute à la fin. Ça fait comme ce qu'on avait fait dans la capsule Back to 2002. C'est-à-dire que vous avez un mec qui est haut et à la fin, les gens font leur choix et ils chutent. Et là, en orange, vous avez Keiko Fujimori qui arrive première, qui était bien plus bas
et Ouais. qui a profité d'un regain pendant que l'autre s'est écrasé. Ce qui est plutôt marrant, c'est même l'inverse. C'est que tu vois, quand on avait fait 2002, allez voir cette capsule qui est assez cool d'ailleurs, on voit des tendances, tu sais, qui repartent de quelque chose de normal et puis qui s'inversent au fil du temps, avec une accélération à la fin, comme tu dis. Là, si tu regardes bien, alors je sais pas c'est quoi l'échelle, c'est un peu petit pour moi, mais ça démarre je sais pas quand, et c'est exactement le même point que l'arrivée. On dirait qu'en fait, il y a eu un bidonnage pendant toute la pré-campagne et campagne, et en fait, ça revient à l'état de l'opinion tel que c'était avant même la présidentielle. Ouais, entre les candidats de droite, je suis d'accord. Et là, c'est mars 2025, je crois, tout à C'est gauche. ça. Oui. Entre les candidats de droite, donc Keiko Fujimori en orange et Lopez Aliaga, qui est donc le gars qui est arrivé troisième, qui est un peu le Milei C'est péruvien, ça. qui est en bleu, je suis d'accord. Mais Mm. regardez quelque chose quand on vous dit qu'on peut passer dans un trou de souris et quand on vous explique les dynamiques de Mélenchon qui part souvent à 7%. Regardez Roberto Sanchez, vous ne le voyez même pas parce que là, il est à 2% en fait. C'est Il ça, est à 2% tout du long. Ça, c'est Et fou, il va ça. arriver au niveau de février, il est toujours à 2-3%. Et il monte en flèche et il finit à 12% et finit deuxième. Ouais. Et c'est là que tu te dis plusieurs choses. Tu te dis déjà que les gens, quand les sondages sont indécis, ils choisissent à la fin selon leurs conditions matérielles que nous, on arrive à, en partie, pas totalement déterminer, mais avec le graphique, voilà, qu'on essaie un petit peu de calculer, d'essayer de comprendre. Donc c'est-à-dire que ça les rattrape à la fin, ils finissent par faire leur choix, alors qu'au début, ils disent je vais pas voter, ils disent je sais pas, machin, et tout, qui est premier, qui est deuxième, voilà. À la fin, tu sais, quand il y a vraiment une indécision que tu sais pas trop, tu finis par faire ton choix, et le choix, il est déterminé par des conditions matérielles. Et il y a une deuxième chose qu'on a de manière bien moindre en France, mais qu'on a quand même en France avec les ouvriers, notamment les quartiers populaires qui sont largement sous-représentés dans les sondages. Les populations là-bas, indigènes, les populations qui vivent dans la cordillère des Andes et tout, c'est pas des populations qui répondent aux sondages téléphoniques ou aux sondages sur Internet, si tu veux. Et donc, du coup, tu ne les as pas alors que c'est des populations qui ont voté à 90% pour Pedro Castillo en 2021, tu vois. Donc c'est extrêmement intéressant de voir ces dynamiques de sondage. Là, on a sous les yeux le fait que les sondages sont bidons, tu vois. Elles sont bidons, et même dans la méthodologie qu'ils proposent à voir quand ils essayent de débunker, quand ils disent ils sont bidons. Parce que tu sais, des fois, ils vont te répondre. On en a des gens dans les commentaires qui nous disent ça. Vous critiquez les sondages, mais en fait, ce n'est pas une prédiction de... voilà, c'est la photographie de l'opinion à l'instant T. Et en fait, vous comprenez bien que c'est la photographie, d'accord, de l'opinion d'une question qui ne se pose pas encore. C'est vraiment, c'est comme si vous disiez, qu'est-ce qu'on va manger dans 7 mois, le 27 septembre qui vient. Tu vois, si vous demandez ça à votre compagne ou à votre compagnon, il y a peu de chances que, j'en sais rien, je sais pas, une pizza, tu vois, enfin voilà, que ça ne corresponde pas à la réalité. Pourquoi ? Parce que même la question elle-même n'a pas de sens avec l'état mental des gens. Il n'y a pas eu de campagne, il n'y a pas eu de sujet, il n'y a pas eu de programme, il n'y a pas eu de confrontation, il n'y a pas eu de débat. Enfin, vous voyez, la question ne se pose pas. Voilà. Non mais ça c'est le problème d'analyser des dynamiques à partir d'une photographie. Si tu prends une photo d'une action de foot ou de basket et que tu dis est-ce qu'il faut faire la passe, est-ce qu'il faut tirer, tu peux avoir un avis, tu vois, sur la photo, mais quand tu es dans la situation, t'as plein de choses qu'en fait t'avais pas vues. Le mec qui arrive dans ton dos, que tu sens arriver dans ton dos, peut-être que tu vas aller faire la passe, ou alors l'envie de tirer, ou je sais pas quoi. Et c'est la différence entre la mise en action des gens et la mise en action politique des gens pendant les élections, et être à 8 mois de l'élection et te dire qu'est-ce que vous auriez fait si c'était demain. Oui mais c'est pas demain en fait, tu vois, et c'est ça le problème des sondages. Alors, je vais te dire un off. Padu m'avait dit, tu vas voir, je prépare une capsule, tu vas kiffer. Déjà, je kiffe déjà. Mais alors là, il est en train de me faire une passe décisive pour que je fasse mon numéro anti-VAR. Parce qu'en fait, le parallèle que tu fais, c'est ce pourquoi je déteste la VAR au foot. Pourquoi la VAR au foot, c'est catastrophique? Pourquoi? Parce qu'on va analyser si on mérite de siffler penalty, c'est-à-dire, comment dire, la réalité d'une faute ou non, à une vitesse, tu sais, au ralenti, ou même image par image. Il y a un moment, tu sais, on va voir l'image, etc. Pareil pour les hors-jeux et tout. Un truc que l'œil nu, et donc que aucun joueur, aucun arbitre ne peut voir, on invente des nouvelles visions des choses qui n'ont aucun rapport avec le jeu et qui n'apportent rien au jeu. Et qui ne font que même déformer le jeu lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des gens vont après... Oui, c'est ce qui fait qu'après les mecs ils mettent les mains dans le dos, machin, vois, et tout, on voilà, voit qu'il y a un c'est- petit bout de doigt qui sort C'est et ça, tout. tu vois, ou que même des gens Alors vont que c'est pas jamais... dans la volonté, tu vois. Ou que jamais ils vont être à la limite du hors-jeu. Tu sais, la limite, c'est justement celle
Oui, effectivement, tu sais, un bout d'épaule de 1 centimètre. Oui, maintenant, un truc laser, il peut le voir. Mais donc, les joueurs vont s'empêcher d'être à la limite du hors-jeu. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, ils savent qu'ils peuvent se faire détecter, alors qu'avant, tu t'en... Et bien, effectivement, on croit que ça dit mieux les choses, alors qu'en fait, ça les déforme. Et bien, les sondages, c'est la même chose. On croit que ça dit mieux les choses des moments politiques et des conflits politiques, alors que ça les déforme, parce qu'on vient parler de l'intensité des conflits politiques dans des moments où ils ne s'expriment pas. Ça pourrait être simplement déformant, mais cette activité-là, elle n'est pas simplement fausse, elle imprime une vision des choses chez les gens. Parce que la question, c'est comment c'est possible qu'il soit remonté comme ça, ton candidat-là. Donc là, dans notre simulation à nous, dans la prophétie interdite, tu sais, c'est Hollande, quoi. Je sais pas quoi, qui arrive deuxième à la fin. Tu vois. Mais comment c'est possible qu'il soit remonté comme ça? Et c'est surtout, j'ai envie de dire, mais combien il aurait fait si il n'y avait pas eu toute cette manipulation, comme quoi ce gars-là n'existait pas du tout au premier tour, tu vois, c'est presque ça le truc, parce que à la fin, les sondages, ils finissent toujours par s'aligner, pour une simple et bonne raison, c'est que, bah oui, effectivement, après, vous prenez la photo d'une action qui se déroule. C'est comme si vous disiez, quand vous faites des sondages 2 ans à l'avant, vous dites, ah, j'ai pris la photo du match, il se passe pas grand-chose. Forcément, il commence dans 2 ans le match. Tu sais ce que je veux dire? Là, pour l'instant, il y a des mecs qui tondent la pelouse ou tu vois, j'en sais rien, qui sont en train de la planter, tu vois. Donc voilà. Et effectivement, quand le match commence à se dérouler, et encore plus si vous arrivez à 10 minutes de la fin, bah oui, ça ressemble au résultat final. Et bah là, c'est la même chose. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait non seulement arrêter de faire des sondages, ou alors faudrait des gens qui les débunkent. On va s'en occuper, voilà, et vous allez voir, personne n'est prêt. Même pas du quand je lui ai montré, il n'était pas prêt. Et surtout, à un moment donné, je pense qu'il va falloir se poser la question des règles démocratiques, de peut-être, tu sais, la campagne, c'est 3 semaines, officiellement, je crois 3 semaines ou 4 semaines, peut-être d'interdire, on interdit les sondages les 2 derniers jours, mais peut-être d'interdire les sondages pendant 4 semaines, quoi. Alors ça va être compliqué, parce que maintenant, on est... Après, ça peut être pire parce que les dernières semaines profitent justement aux candidats de rupture en général. Mais Parce est-ce que que si tu les c'est... mets que avant, les gens vont penser que Mélenchon qui fait au final à 22%, il est toujours à 8, tu vois. Bah, c'est une vraie question que je me suis posée. Et moi, je me dis, est-ce que pendant un mois, tu sais pas ce qui se passe, ça te pousse à y aller? Ou effectivement, même si tu vois une tendance remonter, mais qu'à la fin, le dernier jour, tu sais, c'était le dernier week-end, tu le vois quand même donner à 16, alors qu'en fait, il sera à 22 2 jours après. Est-ce que le fait de le voir à 16 finalement, malgré ça, ça te dit pas de, tu vois, genre... C'est un vrai truc, parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est de dire, même si on te le donne à 8 un mois avant, t'es tellement dans l'obscurité, t'as les débats à ce moment-là, etc., que tu peux croire vraiment que ça, c'est bidon, tu vois. Mais quand t'es à 2 jours de l'élection, le vendredi, l'avant-veille de l'élection, et que ton candidat, il a l'air décroché de 5 ou 6 points alors que c'est faux, qu'est-ce qui est le plus démoralisateur, tu vois? C'est une vraie question. Mais c'est compliqué parce qu'en plus ça va être compliqué avec Internet, avec voilà, d'interdire les sondages, tu vois. Enfin, c'est Ah presque ouais, ouais, ouais. impossible, tu Bah vois. oui, oui. Mais en fait, le truc en plus, c'est que Mélenchon, il passe pas, tu vois. Alors que là, Sanchez, il est passé, mais Sanchez, il aurait pu je sais pas, ça s'est joué à C'est 50 000 rien. voix près, tu vois. Mm, mm. Il serait pas passé. Des mecs à qui on a dit il sera à 2%, en fait, il passe pas à 50 000 voix près, il est à 11,8. T'as trop le seum, hein. Parce que tu te dis, ah, j'aurais pu voter, tu vois. Mais les sondages, là, c'est la folie. Regarde les points, là. Le nuage de points, il va quasiment jusqu'à 35% pour le mec qui va faire 11 à la fin, quoi. Et là, il est encore à plus de 20% à un mois de l'élection, le sondage, tu vois. Il est à plus de 20%, il va faire 11. Enfin, je trouve ça incroyable, tu vois. Et ça peut se jouer comme ça en France, hein. C'est aussi pour ça que ça a de l'intérêt de regarder. C'est une élection où, au final, il y a plusieurs candidats. Regarde, entre 12, il y a Roberto Sanchez, il fait 12,04. Rafael Lopez Aliaga, il fait 11,87. Jorge Montesino, il fait 10,99. Celui d'après, il fait 10,16. Celui d'après, il fait 7,9. En fait, à quelques pourcents, Ouais, t'as 5 personnes qui pouvaient être au deuxième tour, tu vois. Et là, tu te dis que ça vaut quand même le coup de faire campagne, d'aller chercher des voix, d'aller chercher des procurations, d'y croire jusqu'à la fin, parce que c'est le cas pour le Pérou, mais ça sera le cas aussi en France en Ah oui. 2027. Si ça se trouve, Mélenchon, il passera à 50 000 voix près, tu vois. Et 50 000 voix près, c'est rien du tout, quoi. Bah, c'est ce que on vous a donné dans les prophéties, hein, que ce soit la prophétie principale ou la prophétie alternative. On vous a dit, ça va se jouer à rien du tout. Ça va être qui tout double, donc ça va être l'enjeu de la mobilisation et de la politisation. C'est les deux en même temps. Comme tu l'as dit tout à l'heure, toi, j'allais dire la France, c'est pas le Pérou, je voulais pas faire un jeu de mots, mais il y a effectivement une crise qui est tellement avancée que plus personne ne peut se targuer d'incarner
soit réellement la rupture. La rupture, elle est incarnée par le RN ou par Mélenchon. Il y a d'autres gens qui vont essayer d'incarner une petite rupture, et puis il n'y a plus personne qui peut se targuer d'incarner la continuité. C'était la force de Macron. Il avait un bloc faible, le centre, mais il était tout seul. C'est-à-dire que il était sûr de faire 22-23% au premier tour. Puis après, l'intérêt des candidats du centre, c'est que ils draguent des électorats pour eux. Là, aujourd'hui, même le centre est divisé, donc on va se retrouver avec une config exactement comme la situation au Pérou. Et je rappelle que la France a un comptage manuel, alors bien foutu quand même, hein, parce qu'on arrive quand même à faire compter des millions de votes, etc. Mais un comptage manuel, bureau par bureau, avec une remontée électronique, mais aussi en pyramide, comme ça, jusqu'au ministère de l'Intérieur. Il va falloir être prêt à compter. On parle de voter, de se mobiliser. Il va falloir être prêt à compter et aller surveiller. Et d'autant plus si vous êtes oppositionnel, hein, parce que une fraude massive, c'est très difficile à faire dans n'importe quel pays. Encore plus dans des pays comme les nôtres, qui ont beaucoup plus de contrôle. Voilà. Mais une fraude à quelques voix près, c'est extrêmement facile à cacher. Ça peut même se faire de manière fortuite. Donc l'enjeu même, au-delà de la mobilisation d'inscription sur les listes, ça va être pour les gens de la rupture France Insoumise, etc., d'être scrutateurs, d'être dans les bureaux, de surveiller, de compter. Et des bureaux de vote, il y en a des dizaines de milliers. Il va falloir trouver un militant par bureau de vote. Ça va être fondamental, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Du coup, on va rentrer plus précisément dans qui sont les différents protagonistes, et notamment le 2 et le 3e, parce que c'est l'enjeu aujourd'hui, et c'est les deux moins connus. Keiko Fujimori qui représente ce qui a été nommé le Fujimorisme, hein. C'est vraiment, vous savez, Ouais. notamment en Amérique du Sud, il y a plein de pays qui ont eu un homme comme ça fort, alors parfois plutôt de gauche, parfois plutôt de droite, parfois un peu entre deux, un Site peu du parti, bourgiste ou c'est- des choses comme ça, quoi. Là, c'est Ah, Kaamelott. mais il y a 35 le partis, premier. donc quand il y a 35 partis, je peux te dire que les sigles, c'est un peu n'importe. Et les sigles, on dirait des logos de marque un peu. Tu vois, Ouais, on dirait, celui-là, là, on croirait un truc. Lui, d'autres- s'il est pas libertarien, je comprends rien. c'est un truc d'autoroute. Après, à côté, t'as un casque de chantier. Le grand R, là, on dirait un logo de supérette. JP, là, on dirait jus de pomme. Tu vois, avec le Avec truc une vert. pomme, tu sais, il tu vois, manque que la petite que queue, ça là. fasse une petite queue rouge, le C'est- J, tu sais. c'est- Vraiment, c'est, on dirait les logos de marque, quoi. C'est marrant. Donc, on va commencer par justement Roberto Sanchez, le camarade Christian Rodriguez, nous dit la gauche au second tour de la présidentielle au Pérou. Le candidat de gauche, Roberto Sanchez, affrontera la candidate du système, Keiko Fujimori, le 7 juin prochain. Il faut savoir que c'est un peu un inconnu, hein. Roberto Sanchez, c'est quelqu'un qui, s'il n'avait pas eu le soutien de Pedro Castillo, il aurait fait 2%. C'est quelqu'un qui est considéré de base comme quelqu'un de centre-gauche, mais qui a eu le soutien à la fois de Pedro Castillo, à la fois de gens qui étaient des ministres de Pedro Castillo qui ne l'avaient pas trahi, qui l'ont rejoint pour faire campagne, qui sont d'ailleurs devenus députés, hein, parce que la campagne au Pérou présidentielle, c'est en fait plusieurs campagnes en même temps, avec plusieurs élections en même temps. Donc voilà, rappel, le Pérou, contre toute attente, avait élu un président de gauche en 2021, Pedro Castillo, mais celui-ci a été arrêté en exercice par un appareil judiciaire soumis à la droite à un an seulement après son élection. L'instabilité politique règne au Pérou depuis 10 ans. Le pays a eu 6 présidents différents, dont seulement 2 ont été élus. Oui, parce qu'en fait, une fois que tu vires le président élu, tu mets un gars du Congrès, c'est une tambouille de fou, tu vois, et c'est pour ça aussi que comme ça repose sur des accords entre plein de partis au Congrès qui sont que des partis de droite mafieuses, en gros, à la fin, les mecs, ils sont tenus par les couilles, quoi. Ils font ce qu'on leur dit, et puis à un moment donné, ça plaît plus à quelqu'un, et ils se barrent. Vraiment, si vous voulez à la fois vous intéresser à quelque chose et puis sourire un petit peu, intéressez-vous aux élections au Pérou. Il y a la chaîne de Romain Migus qui est intéressante sur ça, avec son média Les Deux Rives, parce qu'actuellement, il est au Pérou, c'est un spécialiste de l'Amérique du Sud. Il montre bien, par exemple, un des derniers présidents du Pérou qui avait essayé de faire des affaires avec les Chinois, mais il voulait pas que ça se voit, donc il allait manger dans un resto chinois en cachette et tout pour parler avec des diplomates chinois, sauf qu'en fait il s'est fait griller. Il a été viré. Il y a l'ambassadeur américain qui a fait un tweet en mode c'est fini les restos chinois, place au burger. Ou, tu sais, c'est vraiment le truc est ridicule, quoi, les gars. Le président est obligé de se cacher pour pouvoir parler avec une puissance souveraine comme la Chine, quoi. C'est assez fou. C'est une folie, ouais. Bizarrement, on n'en parle pas, hein. On a beaucoup de choses en Europe et en Occident, sur Cuba, sur l'Iran, sur comment ça se passe au Venezuela. On a eu là il y a quelques jours le Parlement européen qui a approuvé une résolution pour maintenir les sanctions contre Delcy Rodriguez et exiger des élections
libre au Venezuela. En gros, des élections pro-US au Venezuela et pro-Union Européenne. Ouais. C'est étonnant d'ailleurs, parce qu'on nous avait dit qu'elle avait trahi. Bon, il semble que l'Union Européenne, soit c'est devenu un instrument de l'anti-impérialisme, l'Union Européenne, peut-être que l'Union Européenne est devenue anti-CIA et anti-impérialiste, ou alors Delcy Rodriguez tient le coup et elle se fait sanctionner par l'UE. En tout cas, ce que je voulais vous montrer aussi dans cette capsule, c'est que l'UE appuie sur le Venezuela, mais n'appuie pas sur le Pérou, alors que ce qui se passe est extrêmement grave, parce qu'actuellement, ce candidat, Roberto Sanchez, étant donné qu'il est au second tour, la droite essaie de faire annuler l'élection. Alors, juste pour finir sur Roberto Sanchez, Christian Rodriguez nous dit « Le Congrès, aux mains de la corruption et de la droite en général, fait la pluie et le beau temps pour destituer les mandataires. Roberto Sanchez a fait campagne sur 4 points centraux, la libération de Pedro Castillo, la refondation du pays à travers une nouvelle constitution, la nationalisation des ressources naturelles et la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et la corruption. » Il a aussi fait campagne en disant qu'il allait virer le gars de la Banque centrale du Pérou. Donc vous voyez un peu le truc, il est dans quelque chose de gauche, de rupture, dégagiste, dans la lignée de ce qu'on a pu connaître en Amérique du Sud et de ce qu'on connaît dans le renouveau de l'Amérique du Sud. Donc quelque chose d'assez intéressant. Bien qu'il soit arrivé second au premier tour, ses chances de gagner sont réelles, étant donné le caractère anti-Fujimori d'une grande partie du spectre politique péruvien. C'est vrai que quand t'as stérilisé des centaines de milliers de personnes, c'est plus compliqué, même si c'est son père, elle s'inscrit vraiment dans la lignée. Et Pedro Castillo avait gagné contre Fujimori au deuxième tour contre toute attente. Donc c'est vrai qu'il y a des chances qu'il gagne. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que elle s'est longtemps Fujimori battu contre l'autre candidat de droite, qui ne s'est pas qualifié, et du coup c'est Sanchez qui s'est qualifié. Et paradoxalement, on se dit, bah normalement Sanchez devrait pas gagner, puisque du coup, tu vois, c'était tous les deux à sa droite, ils vont s'allier. Et bah non, parce qu'à la fin, c'est quand même les masses qui votent. Et les masses, elles peuvent être trompées dans la rupture. Mais quand en fait elles sont face au pouvoir en place et à la continuité de ce qu'il est violente, eh ben, elles peuvent passer d'une rupture à une autre, de faire un saut complet du spectre politique. Et c'est pour ça qu'on dit, paradoxalement, ce sera peut-être plus simple pour Mélenchon de gagner contre Hollande, qui aurait été très simple, ça aurait été face à Macron, tu vois, mais ou de gagner contre un successeur de Macron, un Édouard Philippe, que de gagner contre l'extrême droite. Parce que l'extrême droite va moïser le spectre central. Il va y avoir une droite qui va partir d'un côté, il va y avoir une gauche qui va partir de l'autre, ça va être kiff-kiff, ça va être moite-moite. Mais Mélenchon, lui, s'il incarne une vraie rupture avec le macronisme, avec le libéralisme, avec l'Union européenne au service du marché et tout, eh ben, il peut très bien capter énormément de classes populaires qui, eux, avaient voté Bardella, mais par aussi de manière raciste. Inertie, ouais. Et oui, voilà. et puis inertie aussi qui votait Le Pen. C'est qu'en fait, il faut comprendre. Les gens vont dire, oui, mais ils sont racistes. Très bien, ils sont racistes. Mais ils sont racistes par une certaine configuration politique qui les rend racistes, c'est-à-dire la pénurie, la concurrence installée par Macron. C'est les fachos-fâchés. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc effectivement, ils ont cette dimension raciste, et quand au premier tour, il y a une offre raciste, bah, ils vont la prendre, quoi. Mais au deuxième tour, si leur candidat est éliminé, il n'y a plus l'option raciste. Donc là, ils ont beau être racistes, voilà, ils vont surtout pas voter. Surtout pour eux, Hollande, en plus, parce que nous, on pourrait faire une critique en racisme d'Hollande, si tu veux. Mais ça. Pour eux, Hollande est woke, tu vois, limite. Donc, c'est ça. C'est libéral woke et tout, ils détestent, en fait, tu vois. C'est ça. Et du coup, comme le racisme n'est plus une possibilité au deuxième tour, bah, ils sont obligés de trancher sur autre chose. Donc, ils vont être obligés de trancher sur... Est-ce que c'est Mélenchon? Est-ce que ça va être vraiment la rupture? Est-ce que je vais pouvoir me faire augmenter, etc. Et donc, ils sont capables de faire ce saut de rupture. Et c'est exactement ce qu'on voit là. Un saut de rupture d'une droite à une gauche, justement pour éviter le centre. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Quand des gens disent « Ah oui, si c'est un candidat du centre face à Mélenchon, il est sûr de perdre, etc. » Ça se trouve, ce sera plus facile de gagner face à Hollande. Le duel rêvé, imagine. Hollande, Mélenchon au second tour. Imagine le débat de fou de deuxième tour. Mais je pense ouais, là va y avoir un beau débat. Là, tu vois, les types vont... Il faut savoir, pour les gens qui ne savent pas, mais s'il y a un débat Marine Le Pen, Mélenchon, les gens, ils vont régler des problèmes politiques, ils se croisent depuis longtemps, ils sont ennemis politiques depuis longtemps. Mais alors, si c'est Hollande, Mélenchon, ils vont régler des problèmes personnels. Ils vont régler des problèmes de congrès de Brest 97, tu vois, 30 ans après. Donc vraiment, ça va être une folie. Et donc, pour revenir plus sérieusement et aligné avec ce que tu as dit là, bah oui, en fait, le spectre politique, ça va être les masses contre l'inertie, le bloc bourgeois. Et là, dans cette configuration-là, eh ben, la droite, elle a beau avoir deux candidats qui sont forts au premier tour, les masses qui avaient voté pour la rupture, à la fin, ils choisissent entre les deux celui qui est le plus pour la rupture. C'est pour ça que Mélenchon a plus de chances face à un candidat du centre que face à l'extrême droite, parce que
l'extrême droite est aussi une rupture. Du coup, ça veut dire que les masses, elles, vont garder leur poids dans les deux ruptures et ce sera plutôt au bloc du centre d'exploser, quoi. Ouais, il y a un truc super intéressant là dans ce post, c'est le commentaire de Romain Bigus. Pour être tout à fait exact, chers camarades, la gauche a fait 0,8% à cette élection. Le candidat de Pedro Castillo, Roberto Sanchez, est à la tête d'une coalition de mouvements nationaux et populaires qui dépasse largement la simple gauche. Ça, c'est super intéressant déjà parce que c'est drôle qu'ils disent que la gauche a fait 0,8%. Parce que là, quand on a vu tous les candidats, la plupart c'est des candidats de centre droit, de droite et tout. Là-bas, en fait, si tu penses comme Emmanuel Macron, la plupart du spectre politique là-bas te considère comme étant communiste, tu vois. Ah oui. Parce que t'es pas pour détruire la sécu vraiment du jour au lendemain, mais t'es étapiste dans ta destruction de la sécu, donc ils considèrent déjà que t'es un marxiste zinzin, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est justement pour ça aussi que dans ces pays-là, des candidats qui apparaissent comme étant pour nous, ces candidats de gauche radicale, peuvent réunir aussi des votes de droite dans un deuxième tour un peu dégagiste, c'est parce que c'est des candidats aussi nationaux populaires. Et à l'inverse, vous allez vous dire, oui, mais c'est bizarre, vous sucez les nationaux populaires là, alors que vous avez dit Ruffin, blabla. Mais dans un pays qui est soumis à l'impérialisme américain depuis des années, où il y a des populations indigènes qui ont été victimes de stérilisation et tout, un candidat qui dit c'est fini en fait, on va faire l'égalité de tous sur ce territoire et virer les Américains. Bah oui, c'est un candidat qui pour nous est de gauche, mais pour certains gens juste nationalistes dans leur pays peuvent voter pour lui sans être de gauche, tu vois. C'est pas le cas en France, tu vois. Le nationalisme populaire maintient l'impérialisme au centre, le nationalisme populaire en périphérie s'y oppose. C'est ça la dialectique, c'est ça la contradiction principale. Il y a des gars qui disent ouais, je pense comme Chavez en France et du coup je suis de gauche. Bah ça dépend, si t'es pour le catholicisme et la patrie, je sais pas quoi, bah tu vas vite tomber dans la droite en France en fait, tu vois. Je dis pas qu'il n'y a pas des chavistes en France qui peuvent être basés, mais Vincent Lapierre se disait de chaviste, on voit comment il a fini, tu vois, c'est pas pour rien, tu vois. C'est Soral qui parlait de matérialisme ou de marxisme, mais qui a toujours été un idéaliste absolu. Soral qui te disait moi je suis comme Sankara ou Fidel Castro, je mets la patrie au cœur de mon slogan. Tu sais, Sankara c'était la patrie ou la mort. La patrie o muerte à Cuba, et Sankara c'était la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et c'est là, t'as envie de dire, mais eux quand ils disent patrie, c'est un peuple en armes contre un colon, tu vois, contre un impérialiste. Vous, quand vous dites la patrie en 2025 ou même en 2010 à l'époque, ça veut dire une population armée qui colonise. C'est pas la même patrie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, il y a une forme de colonialité aussi impérialiste à l'intérieur de la France, mais qui est une forme de domination du centre-centre sur un centre périphérique. Là, on arrive dans un truc un peu, voilà, qui est le côté très américain, très libéral. Mais pour ça, mobiliser simplement le nationalisme populaire, ça va pas suffire. Il va falloir mobiliser la classe. Pourquoi? Parce que s'opposer à l'impérialisme américain, c'est s'opposer à pas simplement des colons, à tout un tas de pratiques déjà franco-françaises et même, c'est là qui est intéressant, bourgeoises, capitalistes, française avant d'être américaine. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut rappeler que dans l'histoire du capitalisme, la France a dominé le monde capitaliste et le centre impérialiste bien avant les États-Unis. Aujourd'hui, elle est secondaire, on va dire. Mais il y a eu tout un... Elle a même dominé les États-Unis avant les États-Unis. Mais c'est ce que j'allais dire, tu vois. Donc elle a une bourgeoisie qui est fondamentalement capitaliste. C'est pas une bourgeoisie qui naît de l'impérialisme comme ce qu'on appelle les bourgeoisies compradors, c'est-à-dire des bourgeoisies qui naissent localement en relais de l'impérialisme, etc. Même ça, tu vois, les trotskistes là-dessus, ils sont catastrophiques, tu vois. Ils vont considérer que les bourgeoisies du Sud, tu te rappelles, ils appelaient ça la bolibourgeoisie en parlant des bolivariens, enfin vraiment la honte, quoi. D'ailleurs, c'est marrant, on voit moins de tweets ou d'articles pour dire que Rodriguez, c'est la CIA, a trahi. Tu vois, je les trouve assez discrets en ce moment, mais je trouve assez amusant. Allez regarder les débats de janvier-février, là, quand, soi-disant, ils avaient des experts prolétariens locaux qui leur donnaient des informations. Voilà. Regardez l'état de ce qu'ils ont raconté et regardez l'état du monde maintenant et le rapport de force avec ce que tu viens de montrer. Dernier truc en date, on a fait une capsule dédiée, on en avait fait d'autres avant, l'Union européenne qui continue d'apporter des sanctions à Delcy Rodriguez. J'avais oublié que l'Union européenne sanctionnait des agents de la CIA dans les pays de la périphérie, mais bon, c'est peut-être une nouveauté pour les trotskistes et j'espère que du coup, maintenant qu'ils ont l'habitude de se présenter dans toutes les élections et les assemblées municipales locales, ils iront présenter des candidats aux prochaines européennes
et qui voteront les sanctions contre Delcy Rodriguez, voilà, pour s'opposer à l'impérialisme américain. Donc bref, je me moque un peu d'eux, mais vraiment là on voit qu'ils ont fait fausse route. Il s'agirait, puisqu'ils se disent marxistes, de faire un peu d'autocritique, voilà, et donc de rappeler cette dialectique qu'on vient d'évoquer là, c'est de dire qu'effectivement les bourgeoisies, même si elles peuvent avoir des limites, nous il n'y a aucun modèle parfait, les choses sont en mouvement, en dynamique, en construction, avec des effets de recul, des effets d'avance, etc. Les bourgeoisies de la périphérie naissent dans l'impérialisme. Les bourgeoisies du centre ont fait naître l'impérialisme. Elles sont fondamentalement différentes pour cette raison. Exactement. Bon, du coup, on va continuer sur cette élection. Pour faire plaisir à Chris, je suis allé sur un site qui s'appelle zonebourse.com. Ah, je connais bien celui-là. Site suisse qui nous dit Pérou. J'adore comment il titre. Le gauchiste Sanchez en pole position pour le second tour. Le décompte final tient les marcheurs en haleine. Les mecs sont en sueur. Alors, quand les mecs sont en sueur, moi je prends. Ça veut dire que c'est plutôt bon signe. Alors, zonebourse.com, ils font des petites prédictions, des petites prévisions quand vous êtes, je devrais pas le dire, mais vous êtes le jour des élections présidentielles. Zonebourse.com, ils aiment bien donner les résultats en avance. Ils ont des petits trucs comme ça. Donc, quand vous voulez un petit peu tricher, vous pouvez faire ça. Je vous mets ça, pourquoi ? Parce que si vous voulez, Rafael Lopez Aliaga, celui qui arrive 3e, il a demandé l'annulation de l'élection, il a demandé la révocation, il l'a obtenu de la personne qui gérait le comité électoral. Il a dit voilà, qu'il y avait des fraudes massives. Et ce zonebourse.com nous explique que les observateurs électoraux de l'Union européenne ont toutefois déclaré, lors d'une conférence de presse mardi, n'avoir trouvé aucune preuve concrète à l'appui des allégations de fraude circulant depuis dimanche. Donc c'est quand même intéressant de voir que les observateurs de l'Union européenne voient qu'il n'y a pas de fraude, mais je vois pas de politique européen s'activer pour condamner un mec d'extrême droite qui veut faire annuler un scrutin où l'Union européenne dit elle-même qu'il n'y a pas de fraude et qui a réussi à faire révoquer le gars du comité électoral alors qu'il n'y avait pas de fraude. Et je vous ai mis aussi ce site parce qu'il nous dit un truc intéressant sur Fujimori. Ils nous disent Fujimori, 50 ans, a atteint le second tour lors des 3 précédentes campagnes, elle dirige le parti Force Populaire, pilier du bloc droite au Congrès. Elle se positionne comme pro-américaine, prône l'investissement étranger et a axé sa campagne sur un discours de fermeté, faisant écho aux politiques de sécurité militarisée de son père qui a dirigé le pays de 1990 à 2000 avant d'être emprisonné pour violation des droits de l'homme. Donc cette meuf est considérée comme la droite, pas l'extrême droite, hein, là-bas c'est la droite pro-américaine et pro son père qui a fini avec 25 ans pour crime contre l'humanité. J'essaie de trouver une cohérence à tout ça. Du coup, en fait, les Américains et Delcy Rodriguez sont l'ennemi de l'Union européenne. Donc, Fujimori est donc peut-être l'ennemi de l'Union européenne aussi. Et donc peut-être qu'ils attendent que Sanchez gagne en Union européenne. Peut-être pas du, c'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. C'est pour ça qu'ils disent rien. Tu vois, plus sérieusement, imaginez, ce serait un candidat de gauche, de rupture ou communiste qui serait en tête. Et tu aurais tous les partis de droite qui dénonceraient des fraudes. Voilà. Ah bah oui. On est à 13 jours. On est à combien ? 15 jours, 16 jours là de dépouillement ? 13 ouais. Un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est 15 ça. Jours, une quinzaine de jours. Mais genre, au bout de 3 jours, il y aurait eu des trucs de la presse, de Macron. Nous sommes très inquiets de ce qui se passe actuellement au Pérou. Attention, nous appelons à la responsabilité de tous les partis. Il y aurait déjà eu des trucs comme ça. Bah, ils nous avaient vendu la fraude d'Evo Morales, hein, qui au final n'était pas une fraude, qui avait réellement gagné l'élection et qui s'est fait renverser. Hein. Moi, je me rappelle quand ils avaient fait monter la soi-disant fraude d'Ahmadinejad à sa 2e élection. Ils avaient inventé un truc comme quoi le gars avait fraudé pour sa première élection. Tu vois, parce que frauder quand t'es au pouvoir ou que t'as... Pour eux, en fait, c'est pas... Pour eux, le président de l'Iran devrait être pro-américain. Ça leur paraît très logique, tu vois. C'est genre son peuple est pro-américain, tu vois. C'est ça, mais pour te dire, frauder quand t'es pas au pouvoir. Tu sais, genre oui, c'est vrai, ouais. Tu vois, genre, quand tu fraudes, c'est que t'as quand même des relais du pouvoir. Là, c'était un gars qui était au pouvoir, contre Ahmadinejad, là, sa première élection, qui avait les relais parti intérieur, ministère de l'Intérieur, police, etc. Et il aurait pu se faire frauder contre lui-même. Vraiment, mais je veux dire, tu vois, ça n'a aucun sens. C'est comme si vous disiez, on se réveille le lundi des élections présidentielles, et en fait, il y a Poutou qui est à 49-50 face à Macron ou face à Retailleau, tu vois, qui est ministère ou ancien ministre de l'Intérieur, tu vois. Et on dit, ah, mais c'est que Poutou a fraudé. Et là, tu dis quoi ? Comment il a pu faire ? Il y a la police, il y a le ministère, il y a les préfectures, et le gars, il arrive à frauder quand même, quoi. Non, mais tu vois, il raconte n'importe quoi.
Donc, maintenant, on va aller voir plus en détail qui est Rafael López Aliaga, celui qui demande donc un putsch, qui demande carrément à refaire les élections, parce que comme il n'a pas gagné, forcément, faut les refaire, et qui arrive troisième alors qu'il était donné en tête. Rafael López Aliaga, surnommé Porky. Déjà, le mec est surnommé Porky, je suis désolé, ça n'a aucun sens. Donc, surnommé Porky, carrière dans le monde des affaires. En fait, il a été à la Citibank de Lima. Il se lance en politique et prend la responsabilité du parti libéral conservateur Rénovation Populaire, entre parenthèses RP. Ça me paraît bizarre, moi, mais voilà. Je vais rien dire. Rénovation permanente. Voilà. En raison de ses déclarations et prises de position radicales, il est une figure controversée dans la vie politique péruvienne et régulièrement classé à l'extrême droite de l'échiquier politique. Il est membre de l'Opus Dei. Tu vas voir que c'est assez drôle. Il est maire de Lima et ensuite candidat à l'élection présidentielle 2026. Tu vois, c'est une dinguerie, ça, gars. Là-bas, il y a vraiment... Je le dis avec pas du tout de condescendance. Il y a des radicalités incroyables. Membre de l'Opus Dei. J'aurais même pas dit en France ce que ça représente, l'Opus Dei, mais c'est vraiment le catholicisme le plus réactionnaire et traditionnaliste, quoi. C'est avec en plus une force politique. Il y avait eu beaucoup d'intérêt pour l'Opus Dei. Tu es un peu jeune, toi, pour ça. Quand il y a eu le phénomène Da Vinci Code de Dan Brown, parce qu'à l'intérieur, l'Opus Dei faisait partie de... Voilà, mais c'était un best-seller mondial. Et il y avait eu un intérêt pour l'Opus Dei à l'époque. Ouais. Rafael López Aliaga est directeur du crédit aux entreprises à la Citibank dans les années 80, avant de fonder le groupe hôtelier Peruval Corp, qui investit dans les lignes ferroviaires. Il était également président du conseil d'administration de Peru Rail. Donc tu vois, il y avait RP, maintenant il y a l'équivalent de Sud Rail dans un pays du Sud et tout. C'est quand même bizarre. Et Ferrocarril Transandino depuis 1999. En 2016, il est cité dans le scandale des Panama Papers pour des sociétés offshore et des activités de blanchiment d'argent. Étonnant. Auparavant, en 2021, il a été impliqué dans une enquête du Congrès avec plusieurs entreprises pour des faits d'évasion fiscale. Alors vous allez voir le délire du truc. Il se fait appeler Porky en référence au dessin animé. Aux yeux de ses fidèles, il possède un leadership d'ordre messianique. Je comprends pas, c'est le truc. Alors, il participe à l'élection présidentielle. Se présentant comme un homme d'affaires, compétent, novice en politique, il se montre souvent vindicatif, voire injurieux à l'égard des adversaires politiques, tout en accusant la classe politique traditionnelle d'être infiltrée par les marxistes. Il a notamment qualifié le président Francisco Sagasti et son prédécesseur Martín Vizcarra, bien que tous deux habituellement classés au centre droit, de communistes, et a réclamé la destitution du premier. Proche du maire de Lima, il est proche d'une chaîne de télé. Il a appelé à voter contre Pedro Castillo dans l'entre-deux tours 2021, parce que son plan gouvernemental conduirait le Pérou à une dictature cruelle semblable au Venezuela et à Cuba. C'est étonnant, donc l'UE condamne le Venezuela mais ne condamne pas que ce mec ait fait destituer le chef de la commission électorale et dit qu'il y a une fraude alors que l'Union européenne elle-même ne dit qu'il n'y a pas de fraude. Prise de position sur les questions économiques, Rafael López Aliaga souhaite favoriser l'investissement privé et limiter l'intervention de l'État. C'est bizarre. Il propose de supprimer les programmes sociaux tels que la distribution de nourriture dans les écoles des pauvres, estimant que l'aide sociale doit être prise en charge par des associations privées. C'est vraiment un vrai catholique, le gars, quoi. Ah ouais, c'est ça. Membre de l'Opus Dei, il affirme se flageller et porter un cilice. Alors, je ne savais pas ce qu'était un cilice. En gros, c'est un truc que tu portes pour que ce soit désagréable sur toi, quoi. Une espèce de jarretière qui te pique, que tu serres ou que tu desserres, voilà, pour te faire du mal et éprouver ce qu'on appelle la passion du Christ, quoi, quand il a fait son chemin de croix, voilà. Délire, quoi. Un moyen de mortification physique volontaire accompagné de jeûne et d'abstinence. Ouais, c'est ça. T'imagines le candidat, enfin le délire du truc, quoi. Tu sais d'ailleurs, je pense que ça va pas être marqué dans le Wikipédia, mais tu sais que ce gars est un zinzin pro-Netanyahou, évidemment. Incroyable. Et que le mec, il avait des tracts en hébreu à Lima, alors que tu sais, il y avait pas une communauté hébraïque de ça, mais tu sais, c'était tellement des pro-Netanyahou qui tractaient en hébreu à un moment donné. Enfin, c'est surtout le niveau de sinzinerie, quoi. Mais le niveau, alors là, pour le coup, de sionisme, parce que je ne sais pas si les gens savent, mais l'hébreu qu'on parle en Israël a été une langue, pas de zéro, mais inventée de toutes pièces. Parce que l'exodus, là, la colonialisation israélienne a fait venir des populations juives d'un peu partout, quoi, qui ne parlaient pas la même langue. Certains parlaient yiddish, certains parlaient la langue de leur pays, certains parlaient, voilà. Bref, donc ils ont recréé une langue à partir des vieux textes, un hébreu moderne, quoi. Et du coup, pour le coup, parler cette langue-là, c'est un truc vraiment, même pas de juif, mais d'Israéliens, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est faire des tracts en hébreu, c'est vraiment des signaux sionistes, quoi. C'est pas parler une langue locale, quoi, d'une minorité locale, parce qu'il y a de fortes chances que les minorités locales juives du Pérou parlent l'espagnol ou une langue juive locale, mais l'hébreu, c'est la langue israélienne moderne que les communautés qui n'ont pas fait d'exode et de colonisation de la Palestine ne parlent pas, ou alors ont appris à parler depuis le sionisme, mais dans tous les cas, c'est vraiment une allégeance au sionisme, quoi.
Ouais. Bon, Rafael Lopez Aliaga est surnommé Bolsonaro du nom de l'actuel président brésilien. Alors, c'était à l'époque, c'était un article de La Croix. Ils te disent ils avaient révélé faire partie de l'Opus Dei, avoir fait vœu de célibat, se flageller et porter un cilice. Donc voilà, après j'ai rien contre ce King, hein, il fait un peu ce qu'il veut, mais- D'ailleurs, c'est intéressant quand on y pense. Je crois que Roberto Sanchez, il fait campagne aussi pour un État plurinational à l'intérieur du Pérou, justement pour prendre plus en compte les indigènes du Pérou. Et c'est marrant parce que la balkanisation, ça peut être une stratégie impérialiste, comme ça a été fait aussi. Enfin, tu sais, Morales, il était très là-dedans à un moment Même donné. un peu de Tu vois, Chavez aussi. ça peut être aussi pour faire entendre la voix de population, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a un tiers de la population qui vit à Lima qui vote pour ce gars-là. C'est le maire de Lima, hein. C'est qui vote pour un espèce de libertarien pro-Trump, Netanyahou, conservateur surtout. Et donc, si tu veux, quand tu as une ville qui concentre autant de richesse et de puissance politique, ça crée de fait une reproduction des rapports coloniaux, si tu veux. Et avoir un État plurinational où il faudrait avoir non pas juste la majorité dans l'État, mais aussi faire, tu vois, commencer à faire des compromis avec des nations dans l'État ou des parties, on va dire, un peu indépendantes de l'État qui ne seraient pas soumises à Lima, ce serait intéressant pour le Pérou et les indigènes du Pérou. En plus, on a une façon de parler de balkanisation, tu sais, comme si c'était avant une espèce d'unité forcée des Balkans, c'est par la Yougoslavie. Or, c'est faux. J'ai pas ma veste là, tu sais, j'ai de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. L'emblème, longtemps, c'était justement d'avoir cette flamme pour les autonomies, parce qu'il y avait des autonomies là-bas. Donc, le socialisme en Yougoslavie a toujours laissé de l'autonomie aux nations, voilà, locales. Ça n'a jamais été une soi-disant hégémonie absolue qui fait table rase des particularités. C'était la même chose en URSS. La réalité, c'est qu'en fait, la balkanisation, c'est surtout l'ultranationalisme atlantiste contre le socialisme et l'exacerbation du racisme et du nationalisme par l'impérialisme. C'est pas l'autonomie locale. Donc, tu fais bien de le dire que l'impérialisme, lui, parle de balkanisation, mais au final, regarde ce que sont devenus les Balkans aujourd'hui. C'est une forme de nivellement sur l'atlantisme, le marché, et de surracisme entre les populations au profit de l'atlantisme. Ça n'a jamais été un moyen, comment dire, de faire vivre collectivement plusieurs nations entre elles, comme se proposait de le faire la Yougoslavie quand elle était fédérative et socialiste, ou comme se proposait de faire Morales en Bolivie, ou Chavez tente de le faire avec son socialisme communal au Venezuela. Il est parfois décrit comme un fondamentaliste religieux et comme le Bolsonaro péruvien pour ses prises de position jugées misogynes et homophobes. Il réclame l'interdiction de l'éducation sexuelle dans les collèges, qu'il perçoit comme une forme de marxisme culturel. L'interdiction totale de l'avortement et du mariage homosexuel, déclare que l'homosexualité est un problème qu'il faut soigner. Toutefois, Rafael Lopez Aliaga affirme « Bolsonaro insulte la communauté gay, je suis inclusif, la communauté doit être la bienvenue, comme on le dit le pape François. » Bon, d'accord. Il est également opposé. Tu sais que le gars, il s'est fait rappeler à l'ordre par son prêtre de l'Opus Dei. Le gars, c'est genre, il dit l'homosexualité, putain, il serre son silice comme ça. C'est genre, tu sens qu'il y a un truc qui va pas bien, quoi. Il est également opposé à la contraception. Donc les mecs, ils sont à la fois pour la stérilisation, mais contre la contraception. Ouais, c'est ça. Lors de la pandémie de Covid-19, il s'oppose aux restrictions de déplacement, au port du masque, lui-même ne portant généralement pas de masque. Il se prononce pour que la campagne de vaccination soit confiée au secteur privé et pour que les individus payent pour avoir accès à la vaccination. Le pire truc du monde, c'est c'est vraiment la vaccination, ça marche que si t'as un programme global et que c'est gratuit, sinon ça sert à rien. Je veux dire, si t'as que 30% des gens qui se vaccinent, le Covid va continuer à se développer, tu vois. Pour le coup, c'est très eugéniste. T'as dit tout à l'heure, ils sont pour la stérilisation et contre la contraception. Ouais, parce que ça va de pair en fait. Quand t'es eugéniste, t'es raciste. Tu veux la prolifération de ta race, donc t'interdis la contraception, soi-disant des bons, et tu stérilises les mauvais. Et c'est la même vision du vaccin qu'ils ont. Ah, mais si les riches sont vaccinés, on va créer une forme de sélection naturelle, le virus va se répandre, et c'est vraiment une méconnaissance même de ce qu'est la virologie. Le virus va se répandre dans les non-vaccinés, ils vont mourir et nous, on sera protégés. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une folie anti-humaniste, quoi. Cependant, il se fait vacciner gratuitement, appelle les États-Unis à livrer des vaccins au Pérou. Il entretient des liens avec l'extrême droite internationale, notamment Vox en Espagne. Il loue régulièrement le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Admirateur de Donald Trump, il est présent à Washington lors du dite cérémonie d'investiture. Le 4 octobre de la même année, il organise à Lima, dont il est maire, un hommage géant à Charlie Kirk, militant conservateur américain récemment assassiné. Il est fortement anticommuniste. Oh bah, comme c'était, ils ont besoin de le rajouter. C'est évident, c'est genre le mec qui pue la merde. On l'avait pas vu venir, ça. On l'avait pas vu venir.
C'est genre, il déclare son amour tout de même pour le communisme. Ouais, c'est n'importe quoi. Il revendique la dictature du prolétariat. Dans la perspective de la présidentielle 2026, il fait campagne sur la lutte contre la criminalité et se positionne comme le candidat de la mano dura, la manière forte. Il promet de renforcer le rôle de l'armée, de durcir la peine de prison, plaide pour l'instauration de tribunaux militaires destinés aux criminels les plus dangereux, qualifiés de terroristes urbains. On va s'arrêter sur cette description de Rafael López Aliaga, mais ça rentre un peu dans ce qu'on vous disait avec la chute de l'extrême droite. Ah, bah j'allais le dire. Rafael López Aliaga, il part à 25% et finit, il ne passe pas. Alors je dis pas que Fujimori c'est trop bien, tu vois, mais par rapport à lui, elle est un peu moins zinzin d'extrême droite, elle est un peu plus, tu sais, le truc de droite populiste, avec aussi l'image du Pérou de son père, machin et tout, tu vois. Et d'ailleurs, elle a un vote beaucoup plus populaire. Lui, c'est vraiment le vote des bourgeois blancs de Lima, tu vois. Et le fait qu'il passe pas est quand même une bonne nouvelle pour le Pérou, et on croise les doigts pour que Roberto Sanchez passe, comme Pedro Castillo avait réussi à passer en 2021, parce que le Pérou, en s'appuyant sur Gustavo Petro, sur Delcy Rodriguez, sur Claudia Sheinbaum, même sur Lula, même si voilà, on vous a déjà dit que Lula c'était quand même moins bien qu'avant, mais on pourrait imaginer un Pérou qui sorte un peu du marasme, mais il faut tout réformer, il faut un changement de constitution, il faut vraiment un mouvement fort, parce que tel que c'est fait actuellement, le président ne peut rien faire et finit en tôle comme Pedro Castillo, quoi. T'as raison, on l'a dit avec la capsule sur Milei, mais vraiment, les gens comprennent que ça ne marche pas, ces logiques-là. En France, on ne l'a pas encore eu, mais ça échoue partout. Et ça échoue dans le plus grand pays du monde, le plus impérialiste, la première puissance mondiale, les États-Unis. On parle de Milei à côté, mais tu sais, ils ont déjà vécu ce moment-là avec un moins cinglé, mais tu sais, pendant le début des années 2000, là, l'Argentinazzo, là, quand il y a eu toutes les manifestations, justement parce que à un moment donné, les politiques libérales ont mené l'Argentine à la banqueroute. L'Argentine va finir en banqueroute et les autres populations le voient. Les populations sud-américaines sont très politisées, ils voient ce qui se passe dans les autres nations. L'Argentine de Milei va finir en banqueroute. Je veux dire, tous les libéraux qui nous vantent la soi-disant renaissance, regardez le niveau d'argent du FMI qu'il faut pour supporter les conneries de Javier Milei. Je veux dire, c'est le pays le plus subventionné du monde aujourd'hui par le FMI, par le dollar. Et ça a déjà été le cas à la fin des années 90. Ça a mené à la banqueroute. Donc vraiment, les libéraux qui vous parlent de Milei et qui voulaient appliquer la même chose au Pérou, là, comme López Aliaga ou comme Machado voudrait le faire au Venezuela, les populations savent que ça ne produit rien et même que ça produit de la misère. Donc, je lis... Milei va partir. Là, je vais faire une prophétie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de prophétie. Milei partira en courant dans un avion envoyé par Trump, si Trump ne part pas avant lui. Vraiment, c'est comme ça que ça va se passer. Il va se faire extrader en hélicoptère, mais ce sera lui qui appellera les forces américaines. Ce ne sera pas comme Maduro. Et tant mieux, les populations sud-américaines se lèvent. Et nous, ça nous donne des signaux pour dire, bon, maintenant, comment le centre impérialiste réagit à ça? Il va falloir une bifurcation. Et une bifurcation d'une radicalité qui redonne du souffle, de l'air et de l'espoir aussi à la périphérie, quoi. Ouais. Bon, on va s'arrêter là. C'est une bonne capsule pour notre campagne anti-impérialiste, notre campagne Le Printemps anti-impérialiste. On vous rappelle que si vous voulez des affiches pour pouvoir coller sur cette question de l'impérialisme, vous avez le Telegram dont on ne veut plus, vous pouvez nous contacter. Si vous avez déjà eu des affiches pour les autres campagnes, vous pouvez nous contacter comme vous nous aviez contacté avant. Il faut un groupe de 15 personnes et un binôme élu pour qu'on vous envoie gratuitement des affiches. Vous pouvez aller voir aussi sur On ne veut plus, on fait plein d'interviews super passionnantes sur la question de l'impérialisme. Il y a une interview d'ailleurs sur Cuba récente avec Guillaume Suin qui nous parle de l'écologie à Cuba que j'ai trouvé vraiment passionnante. Ouais, c'est vachement bien. N'hésitez pas aussi à aller signer la pétition dont on est les premiers signataires avec plein d'autres associations, partis, syndicats, l'URC notamment qui a été pas mal à l'initiative de ça, la FSE aussi, enfin voilà, plein de gens que vous reconnaissez. C'est en description. Et le 4 mai, il y a eu un vote d'une loi pour l'extension du budget militaire et il faut le dénoncer, il faut faire signer cette pétition pour participer à le dénoncer parce qu'il faut que les gens comprennent le risque de la guerre en Occident contre tous les pays de la périphérie notamment. Et dernière chose, n'hésitez pas à nous aider sur Tipeee, c'est comme ça que vous nous aiderez le plus concrètement. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens. C'est la